Voilà, on m'a dit que ça marchait. Alors, bonsoir à tous. Ici Hélène Perra, je suis vétérinaire. C'est moi qui ai la chance d'être la modératrice pour cette soirée. Je crois qu'on est rendu à notre 5e édition des webinaires demandés à l'experte plutôt. Notre experte, c'est Dr. José Marcoux, qui a terminé sa résidence en dentisterie et qui a déjà passé la partie théorique du board. Alors, je vais la présenter très brièvement parce que je pense que plusieurs d'entre vous vous êtes des familiers de l'événement. Donc, José Marcoux a gradué de la faculté de médecine vétérinaire Saint-Hyacinthe en 2016. Dès sa deuxième année, elle savait, de son premier cycle, elle savait qu'elle avait une passion pour la dentisterie, a commencé à orienter ses stages et ses formations vers cette spécialité-là. Elle a fait un internat à la faculté, aussi une résidence à la faculté. Elle a fait près d'une dizaine de stages au Canada et aux États-Unis. Elle a eu la chance de pratiquer sur des toutes petites créatures jusqu'à le plus gros encore, c'est un orque. Morse. Un morse, désolé. Un morse. Donc, ce soir, la thématique, on va parler d'interprétation de radiographie dentaire. Mais juste avant de commencer, José va nous présenter un peu comment le fonctionnement de son service. José, après avoir terminé sa résidence, s'est jointe à l'équipe de Yvette Mobile, à Dr Boileau, Avril Amel-Jolette et aussi Catherine Bélanger, qui va revenir bientôt de son congé de maternité. Et José qui s'occupe de la dentisterie. Donc, c'est un service, tous les spécialistes tous les gens on peut pas dire spécialistes pour dentisterie encore, là, mais tous les gens qui ont une expertise en dentisterie, euh, voyons, là, je baragouine, excusez-moi. José se déplace en établissement et peut s'occuper de vos petits patients. Alors, José, explique-nous comment ça fonctionne. Quelqu'un qui serait intéressé à ce que tu viennes et faire un cas, soit de l'évaluation ou procédure chirurgicale. Bon, mais premièrement, on aime voir les patients à l'avance. Fait que soit en consultation réelle, qui est toujours des consultations internes, donc normalement, quand c'est des cas simples, on ne rencontre pas les patients, ou en consultation virtuelle, si vous avez des photos à nous envoyer. Donc, dans tous les cas, on va réviser complètement le dossier du patient. Je vais examiner le patient, donc soit en photo ou en vrai, et puis vous faire un plan de traitement et un estimé. Donc, ça, vous faites une requête, puis soit on se déplace ou on fait le tout virtuellement. Puis une fois que le plan est fait, donc vous pouvez retourner à votre client avec ça. Et puis, donc, si le client accepte et puis ça convient à tous, vous faites une requête pour une deuxième fois, puis là, on va se déplacer le jour de la chirurgie avec nos deux techniciennes, ma technicienne de chirurgie et ma technicienne d'anesthésie. Et puis, tout ce que vous avez à faire, c'est d'accueillir le patient le matin à jeun. Puis nous, on arrive, on occupe votre table donc de dentisterie avec le générateur à rayon X, mais on s'occupe de tout du début à la fin. On va réexaminer le patient, on l'endort nous-mêmes, on a nos drogues, on a tout notre matériel, on fait la procédure et puis à la fin, on vous le remet une fois qu'il est réveillé, puis il peut repartir à la maison normalement le jour même. Si le patient a besoin d'être évalué, ça peut être fait par moi ou par vous. Si c'est fait par moi, il n'y a aucun frais, c'est inclus dans la procédure. Puis, as-tu des exemples de cas que tu fais? Ça aide parfois à comprendre l'étendue de tes services. Ben, par exemple, demain matin, je m'en vais faire un traitement de canal. C'est un patient que j'ai vu la semaine dernière. Fait que je l'ai vu en personne pour ce patient-là. C'est la première fois qu'on allait dans cette clinique-là. Donc, j'ai pu regarder la dent comme il faut. Je me suis assurée que ça n'allait pas sous la gencive et que la dent était suffisamment longue là, pour que ça vaille la peine pour un traitement de canal. Fait que dans mon rapport, j'ai expliqué à la cliente la différence entre l'extraction et le traitement de canal, puis la différence dans les coûts. Et puis, là, finalement, la dame a opté pour le traitement de canal. Donc, demain matin, on s'en va, on retourne à la clinique pour 9 heures, qui est l'heure à laquelle ils ouvrent. Puis, on va faire notre traitement de canal sur place. Puis, le chien va repartir avec une dent toute neuve à la fin de la journée. Mais on fait traitement de canal, extraction, des extractions que vous n'avez pas envie de faire, là, les canines mandibulaires ou les dents résorbées, ou des fois quand c'est une bouche complète, là, puis vous n'osez pas vous lancer là-dedans puisque vous savez que ça va vous prendre une journée. J'ai fait un cas la semaine dernière. Toutes les racines étaient en crochet. Là, je me suis dit,
si la généraliste avait fait ça, elle aurait pleuré. En fait, moi, j'avais envie de pleurer. Fait que en fait, la généraliste, elle me voyait faire, puis elle était comme, oh mon Dieu, je suis contente de ne pas avoir touché ce patient-là. J'ai fait plusieurs biopsies récemment aussi, retrait de masse, etc. Fait qu'on fait vraiment tout ce qui est dans la bouche, hein. Puis juste pour ajouter, parce que je t'écoute, je sais que aussi les patients gériatriques. Oui, on a l'avantage, en fait, d'avoir un anesthésiste au bout du fil. Fait que ça vient avec le service d'anesthésie. Fait que moi, j'ai ma technicienne qui fait que l'anesthésie. Puis, il y a comme une consultation cachée avec un anesthésiste qui est inclus dans notre prix. Et puis, en fait, ma technicienne et l'anesthésiste font les ajustements là, tout au long de la chirurgie. Fait que on est super bien équipés, on a des pompes, on a un super moniteur. Et puis, tous les ajustements de drogue là, se font avec notre anesthésiste au bout du fil. Fait que c'est presque. Il y a une clinique la semaine dernière qui nous a dit vous êtes un centre de référence sur roue, là, mais en gros, c'est ça qu'on vise, oui. Super! Est-ce qu'il y a des questions sur le fonctionnement, sur le type de cas? Je regarde dans le chat. Est-ce que tu vas à Gatineau? Fait que notre région, officiellement, c'est Laval, Montréal, puis pas mal sur la rive sud. Si vous avez des cas particuliers, on ne s'affiche pas à l'extérieur, mais si tout se négocie, en gros. Fait qu'on a établi des frais parce que c'est pas la première fois qu'on me le demande. On a établi des frais pour quand on se déplace vraiment plus loin que notre zone. Sinon, si on est dans Montréal, Laval, etc., Rive-Sud, il n'y a pas de frais supplémentaires. Mais oui, on pourrait se déplacer à l'extérieur là, s'il y avait un cas particulier. Puis on va l'inclure dans l'estimé. Fait qu'écrivez-nous, puis on va s'en jaser. Parfait. On a une autre question. C'est quoi le coût de la consultation, que ce soit un oui ou non par le client pour aller de l'avant avec la procédure? Fait que la consultation, il la paye à partir du moment où elle est faite. Là. Fait que électronique est 125 plus taxes, puis en personne, consultation interne est 162 plus taxes. Fait que là, c'est ça. Ça, c'est pour que je regarde le dossier tout au complet, le temps que ça prend, écrire le rapport, etc., l'estimer. Puis ensuite, ben, là, les frais de chirurgie là, s'ajoutent au reste. Évidemment, on vous encourage à rajouter un petit quelque chose par-dessus nos frais à nous là, pour le temps que ça vous a pris les communications clients, puis la salle ou la jour de la chirurgie, la table, etc. Là. Mais ça, c'est le prix que moi, je charge, donc je vous encourage à rajouter un petit quelque chose par-dessus. C'est à peu près semblable aux autres spécialistes, là, un 180 ou 200 $ pour une consulte. Parfait. Est-ce que Fanny, oui, est-ce que Fanny, ça répond? Je crois que ça répond à la question. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Si jamais vous voulez, on a une liste de prix, mais si vous voulez un estimé grossier, là, vous pouvez très facilement m'écrire un courriel, je veux dire un traitement de canal, c'est ci, ou je sais pas, 6 extractions, c'est ça. Sans faire une consultation, là, je peux vous faire des prix vite, vite. Puis même chose aussi, on interprète les radios dentaires si jamais vous avez des problèmes. Là. Fait qu'il n'y a pas de problème, écrivez-moi, on fait tout ça. Puis on peut trouver le document de réquisition sur le site web d'Yvette Mobile. Oui. Ce qu'on m'a dit par contre, c'est qu'il faut comme rafraîchir vos cookies parce que la page a comme été rajoutée par après. Donc, si vous ne trouvez pas ma requête, changez vos cookies là, pour la page, puis elle va s'afficher. Vous allez dans l'historique, puis vous faites, je crois, nettoyer l'historique, puis ça va l'auto-réjouir. Sinon, vous pouvez nous écrire, puis on va à info@yvettemobile.com et on va vous l'envoyer. C'est beau? On commence? On commence. Je vais essayer de commencer avec une facile pour se réchauffer. J'ai sharé la bonne affaire, là. Vous voyez une radio? On voit ton folder, en fait, puis on voit... Ça. Parce que là, il ne comprend pas que je veux la radio, pas le folder. Est-ce que je recommence? Il faut que je l'ouvre avant. Bon, excusez. Ça... OK. Alors, l'adresse d'Yvette Mobile, c'est www.yvettemobile.com. Je vais vous le mettre dans le chat.
Là, j'ai posé des questions, fait que là, je sais que parler, c'est gênant, mais écrivez dans le chat vos réponses, ça va être un petit peu plus interactif plutôt que j'avais l'impression de jaser tout seul pendant une heure. Là. Donc, premièrement, chien ou chat, cette radio? On a Fanny qui dit un chat. Parfait. Est-ce qu'on est au mandibule ou au maxillaire? Plein de monde dit chat. Véronique dit mandibule. Pascal aussi. Maintenant, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi? On n'a pas de réponse pour l'instant. On a un rameau mandibulaire. Résorption 307. Oui, on va y arriver. On voit le canal mandibulaire, exactement. Fait qu'on voit le canal. Est-ce que vous voyez ma souris? Ou ça... Oui. OK. Fait qu'on voit le canal mandibulaire, là, qui est la partie un petit peu plus radio-transparente, qui est en dessous des racines. On voit le cortex ventral aussi du mandibule, là, qui est la grosse partie plus radio-opaque, là, qui est grosse et dense, qu'on ne verra jamais au maxillaire. Le maxillaire, c'est que de l'os spongieux. Et puis, il y a le nombre de racines aussi qui peut vous aider. Fait que je m'aidais toujours en me disant, le mandibule, il est très étroit, donc il n'y a pas de place pour aucune dent à 3 racines, puisque les dents à 3 racines, ils sont comme en trépied. Donc, au mandibule, il n'y a que des dents à 2 racines. Donc, si vous voyez une dent à 3 racines quelque part sur votre radio, c'est que vous êtes forcément au maxillaire. Puis parfois aussi, dans le bas de la radio, si la radio est poussée assez bas dans la bouche, bien, on va voir de l'air, ce qui n'est pas possible au maxillaire, puisque normalement, votre radio ne va jamais traverser l'autre bord du museau. Donc, toutes des choses qui nous disent qu'on est dans un mandibule. Maintenant, est-ce que la partie mésiale, donc est-ce que le bout du nez de mon chat est à gauche ou à droite? À gauche. Mais là, c'est pas moi qui... les répondants sont à gauche. Pour l'instant, on a Pascal, Véronique, Ginette, à gauche. Et encore une fois, pourquoi? La forme des dents, selon Pascal. Oui, excellent. Donc, les prémolaires chez le chat vont être en fait très semblables à celles du chien. En fait, on a une petite pyramide avec 2 racines. Puis la molaire mandibulaire du chat a vraiment une forme qui est complètement différente des 2 autres. Fait que, premièrement, sa couronne est un peu en forme de M. Donc, à la place d'avoir une belle pyramide, un beau triangle, on a 2 triangles. Et puis, les racines sont très asymétriques, c'est-à-dire que la racine distale est beaucoup plus étroite que la racine mésiale. Donc, on sait que ça, c'est la molaire, donc elle est forcément vers l'arrière de la bouche par rapport au prémolaire. Donc, le nez de mon chat est vers la gauche. Et puis maintenant, c'est quoi la pathologie qu'on voit sur cette radio? Si vous voyez ça en clinique, êtes-vous content? Lésion de résorption de Fanny puis Pascal. Vous n'êtes pas contente? Non, moi non plus. Donc, effectivement, on a des lésions de résorption dentaire féline. Donc, ici, sur notre 7 ou notre prémolaire 3, on pourrait l'appeler résorption de remplacement ou résorption de type 2, c'est-à-dire que l'os a comme complètement remplacé la dent. Là, je peux même plus tracer au crayon là, où commence ma racine et où elle se termine. Puis on voit aussi, il y a des petites zones là, radio-transparentes au niveau de ma couronne, c'est-à-dire que j'ai probablement aussi du bris de ma couronne. Puis sûrement que si je voyais ce patient-là en vrai, je verrais la gencive qui embarque sur la dent. Et donc ça fait mal au patient, il faut l'extraire. Est-ce que c'est un bon candidat pour une amputation de couronne, ce chat? Cette dent en particulier, la 307. Ah, tu l'as expliqué l'autre jour, je m'en souviens plus. On a une tendance, on a Pascal, Ginette, ils disent oui. Fanny, perte de définition du ligament parodontal. Oui, tout à fait. Donc, on vient de le dire, l'os a complètement remplacé la dent. Donc, lui, on pourrait tout à fait là,
couper juste un petit peu en dessous de la hauteur de la crête alvéolaire et puis enlever la couronne puis refermer par-dessus avec 2 petits points. Donc, nous, on n'est pas content de voir ça chez notre chat, mais une amputation de couronne, c'est quand même plus facile qu'une extraction normale, là. Donc, on est modérément content. On voit aussi que la 8 ici, elle a comme des espèces de petites stries verticales. Dépendamment de ce que je vois en bouche, personnellement, on pourrait décider de la laisser ou de partir avec. Souvent, là, je vais me demander un peu c'est quoi l'âge du patient, puis c'est quoi la motivation au client à revenir avec ce patient-là. Parce que je sais que la résorption a commencé, donc je sais que ça va probablement causer des problèmes dans le futur. Peut-être que ça n'en cause pas encore maintenant. Donc, est-ce qu'on a un client qu'on sait qu'on va revoir son patient dans 1 an? Et donc, est-ce que je veux maintenir la fonction de cette dent-là pendant 1 an encore? Ou est-ce que je veux risquer que ce patient-là ne revienne plus jamais et que le chat ait mal pendant des mois, voire des années? Fait que ça, si c'est un chat de refuge, par exemple, la 8, je la sacrifierais aussi. Si c'est un patient que je sais que je vais revoir, des fois, je vais les tolérer un petit peu plus longtemps. Un bon exemple, mon propre chat a des lésions de résorption comme ça au bout des racines de ses 4 canines. Ça fait déjà 2-3 ans. Je pense qu'ils ont commencé, ça progresse super lentement. Au niveau des gencives, c'est super beau, il n'y a pas de douleur. Puis je me dis, je vais garder ces canines tant et aussi longtemps que je vais pouvoir, mais je sais que je vais faire les soins à tous les ans, donc je m'assure qu'il est vérifié. Puis je sais qu'il ne va pas rester là, des années sans soins. Fait que ça fait au moins 2-3 ans là, que je surveille ces canines, mais ils sont encore en fonction, ils sont encore là. Il n'y a plus d'autres dents à part ça, par contre. Est-ce qu'il y aurait des questions sur cette radio avant qu'on passe à une autre? La 8 est-elle extrayable? C'est une bonne question parce que j'avoue que le ligament, on commence à plus le voir aussi bien. La 9, on a quand même un beau ligament avec la lamina dura qu'on peut encore bien discerner. La 8, pas tant que ça. Souvent, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer mon extraction comme si j'allais l'enlever au complet. Et puis, si elle casse, je vais coller amputation de couronne. Puis si je réussis, tant mieux. Fait que ça m'est déjà arrivé qu'il y avait l'air vraiment pas belle à la radio, puis que finalement, je sois physiquement capable de les enlever assez facilement. Puis sinon, si elle n'est pas mobilisée puis elle a cassé, je reprends le radio. Puis là, si je me rends compte que je l'ai cassé à moitié, souvent, je vais laisser la partie qui n'a pas été mobilisée puis qui est très, très soudée là, en place. Fait que, oui, je pense que la mésiale a peut-être l'air un peu mieux. Fait que quand j'ai des doutes comme ça, c'est ça. Je les essaye, puis au moment où ils cassent, le bout qui est cassé, je le laisse tranquille. Fait que c'est mon petit truc. On n'a pas d'autres questions ni commentaires pour l'instant. Les gens te remercient. Tant mieux. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Après, celle-là aussi est facile. Juste un autre facile? Ouais. OK. Oups, excusez, parce que là, ils ne sont pas dans l'ordre, là, fait que avant que je share la mauvaise fenêtre. Ça vient. Chat ou chien? Chat, parfait. On est encore au mandibule. Puis là, cette fois-ci, on voit l'air que je vous disais tantôt qu'on ne voyait pas sur l'autre. Mais si je vois la fin de mon patient, c'est forcément au mandibule. Fait qu'au maxillaire, on ne verra jamais ça. Est-ce que vous avez une idée de l'âge du patient basé sur cette radio? Pascal a dit jeune. Oui. Effectivement, de dater exactement les patients, ce n'est pas facile, là, mais oui, avec une grande cavité pulpaire comme ça, on sait que notre patient il est jeune. Là, ce patient-là, il avait moins d'1 an. C'était un magnifique Bengale, qui était d'ailleurs relativement gentil. C'est quand même assez rare. Donc, oui, effectivement. Donc, nos apex sont fermés, ou en tout cas, sont pas loin d'être fermés, qui étaient quand même pas mal jeunes, mais moins d'1 an. Donc, on se rappelle que la pulpe va déposer de la dentine tout au long de la vie de l'animal. Donc, quand les dents viennent de faire éruption, on a très, très peu de dentine, une grosse cavité pulpaire.
Et puis là, quand on a un vieux patient, on a juste un petit cheveu là, qui fait la grosseur de la pulpe. On a un cours privé. Ah, parce que vous êtes les deux seuls qui répondent. Ah non, non, on a un diagnostic, là. Ben, OK. je sais pas. Ah, attendez, je ne l'ai pas vu passer. C'est parce qu'il y a le Q&A puis il y a le chat en même Ah, temps. OK. Bon, je ne suis pas dans le Q&A, malheureusement. OK. Parce que là, ça fait trop toute fenêtre à chaque. Ah Nadine oui. a écrit dans, tu le vois? Oui. Bigémellaire, on dit géminé, mais oui, close enough. Fait que c'est ça l'anomalie sur mon patient. C'est super, super rare. On voit tout le temps dans les bouquins. Mais en vrai, on n'en a jamais de ces dents-là. Donc, j'étais bien contente d'avoir une radio de ça. Fait en fait, dans ce cas-ci, c'est pas tout à fait une racine surnuméraire parce que j'ai vraiment ma couronne qui a essayé de se séparer en deux. C'est comme si il a essayé de faire une dent surnuméraire puis il n'a pas réussi. Puis finalement, on s'est ramassé avec ça. Fait que c'est une dent géminée. Et puis, la différence avec une racine surnuméraire, c'est qu'une racine surnuméraire, ma couronne, elle serait normale, elle aurait la même forme que d'habitude. Dans ce cas-ci, on a comme un dédoublement de la couronne aussi. Fait que c'est sans conséquence pour le patient. J'ai laissé sa dent. Elle va faire une belle longue vie. Je trouvais juste ça très beau. Oui, on en a une fois par un an ou deux, là, des cas comme ça. Là, ils sont cute. Nous, les dentistes, on est tout excités de voir ça. Bon. On va en trouver une autre. Le niveau de difficulté de la troisième? T'as peu, je ne l'ai pas choisi encore. Elle n'est pas si difficile. On se réchauffe. Là. Ça, je vais vous en montrer des weird. J'ai quelques vêtres qui m'ont envoyé une, puis c'était des questions tough. Là. OK. Chat. OK, chat ou chien? Vous étiez aussi excités, ouais. On a Fanny qui dit chien. Pascal, on sent qu'il y a une rivalité entre Pascal puis Fanny. On a Kathleen, chien, Véronique, chien. Bon, effectivement, c'est un chien avec des grosses incisives. Hein? Les chats, on sait qu'ils ont des tout petites incisives. Est-ce qu'on est au maxillaire ou au mandibule? J'ai déjà dit que c'était des incisives, mais ça ne dit pas si on est au maxillaire ou au mandibule. Maxillaire, Véronique, Pascal aussi. Qu'est-ce qui vous fait dire maxillaire? Bon, Fanny, on te connaît, tu ne pourras pas résister longtemps. Sinus. Fait que, oui, précisément. Ça s'appelle les fissures palatines. Fait que c'est deux trous, en fait, qu'il y a dans le palais qui communiquent avec les cavités nasales. Fait qu'on les voit bien là, sur cette radio. Les chats en ont aussi. Bon. Si on avait à interpréter cette radio, qu'est-ce que vous pouvez me dire comme anomalie là-dessus? Au moins deux anomalies. Oui, lesquelles? Est-ce que vous êtes capable de les repérer? Pour votre charte, là. Moi, ça ne me dérange pas si vous voulez prendre la parole. Je me suis fait dire que c'était trop intimidant. Non, mais là, par exemple... c'est sûr, si tout le monde parle en même temps, ça va être... Oui, puis là, étant donné que c'est toi la host, c'est toi qui dois contrôler donner la parole. OK. Ben là, j'ai déjà le chat, je l'ai avec mes photos. Oui, c'est ça, c'est ça. Est-ce que tu vois, il y a plusieurs réponses? Oui, il y a plusieurs réponses. C'est effectivement les 101, 102, 201, 202 qui sont absentes. Fait qu'on sait que nos incisives 3 sont plus grosses, sont plus chunky que les autres, qui sont collées sur les canines. Fait qu'on a un bon indice que c'est les 3 qui sont restantes. Récession gingivale sévère, je trouve ça intéressant comme réponse. En fait, on ne peut pas voir les gencives sur une radio. Donc, on ne peut pas coller
récession gingivale. Par contre, on a effectivement de la perte osseuse, donc la maladie parodontale. Si on avait à les grader, on a quel stade de maladie parodontale sur ces dents-là? On a un stade 4 par Mélanie, par Pascal. Si on regarde notre jonction sémanto-énamélaire, on a un beau petit bourrelet d'émail qu'on peut savoir ici. Fait que notre jonction sémanto-énamélaire est ici. Notre apex est là. Puis notre A, c'est pas mal à 50 % est un petit peu plus qu'à 50 % même sur notre autre racine. Donc, on est effectivement. Ben, la 3 est comme à flirt avec le. La 103 à flirt avec le 50 %. Puis la 203, elle, oui, elle a dépassé son 50 % donc 4. Est-ce qu'on extrait ces dents-là? C'est quoi votre décision si c'est votre patient, c'est votre radio? Oui, bye bye les dents, moi aussi. Ça commence à être pas mal de pertes osseuses pour tolérer là, pour une dent, une racine, surtout là, elle n'a plus de stabilité. Là, moi, ça, j'enlève ça. Puis même celle-là ici, elle commence à avoir même de la perte verticale. Là, elle commence à se faire un cratère. C'est impossible pour le client d'aller brosser là-dedans. Puis, ouais, moi aussi, j'enlève ça sans hésiter. OK. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, tiens, on prend cette. Lui, quel niveau de difficulté? Ah, il est un petit peu plus. Là, J'ai on l'impression monte. d'être dans un jeu télévisé. Habituellement, l'animateur réponse, mais là, je ne les ai pas. Je suis très impressionnée de notre assistance. Mais c'est ceux qui aiment la dentisterie qui sont là. C'est sûr qu'on a les meilleurs. OK. Chat ou chien? Il faut que je remette le chat et il disparaît à chaque fois. OK. On a un chat, parfait. On est au mandibule. On voit la belle symphyse avec l'air, etc. Qu'est-ce qu'on a comme anomalie au niveau des incisives? Oui. Quoi d'autre? On a des dents absentes, oui. Je ne suis pas super claire. Là. Je me demande s'il n'y a pas une petite racine ici. Puis, ouais, on a une pas pire maladie parodontale qui s'installe. Au niveau des canines maintenant, est-ce que vous voyez des anomalies? On a plein de choses, j'aime ça. Bon, alors, la grande gagnante, c'est. J'ai répondu. Expansion de l'os alvéolaire par Ginette, c'est exactement le bon mot. Donc, les petites bosses qu'on voit ici, les chats ont tendance à faire ça en réaction à la maladie parodontale. Ils déposent de l'os. Les chats, ils font tout le temps l'inverse de toutes les autres espèces. Là. En anglais, c'est alveolar bone expansion. C'est plutôt comme un diagnostic clinique, là, c'est quelque chose qu'on observe. Donc, oui, expansion de l'os alvéolaire, c'est vraiment ce qu'on peut observer ici. Et puis, c'est associé à la maladie parodontale. Donc, en fait, j'irai voir si j'ai un sondage ici. En fait, je soupçonne que si j'en ai pas beaucoup. Et puis, donc, si j'ai un petit sondage, je m'assurerais d'aller faire un surfaçage radiculaire pour m'assurer qu'il n'y a pas de cochonnerie là-dedans, de tarte là, qui va entretenir la maladie. Fait que c'est un début de maladie parodontale sur ces canines, mais pour le moment, il n'y en a pas des tonnes, donc c'est pas assez pour moi pour extraire. Parce que si on voit notre jonction sémanto-énamélaire, elle est ici, mon apex est là, mon 50 % est à peu près là. C'est dans le pire des cas, on est à 25 là. Fait que je pense que je choisirais encore un surpassage radiculaire, mais là, je voulais amener votre attention à ces petites bosses-là ici. Donc, alveolar bone expansion, c'est le terme correct pour ces petites bosses-là.
Fanny demande plus d'explications. Euh, ah, un surfaçage radiculaire, en fait, il s'agit d'aller détartrer sous la racine. C'est comme un terme fancy pour dire ça, là. Fait que vous pouvez soit prendre une curette puis aller sous la racine, pas sous la racine, sous la gencive. Donc, surfaçage radiculaire, on nettoie la racine parce qu'il est sous la gencive, c'est la racine. Donc, soit avec une curette, vous pouvez rincer avec de l'eau puis souffler avec un petit peu d'air. Ça va écarter un petit peu votre gencive. Vous allez pouvoir voir là, avec de la lumière s'il vous reste quoi que ce soit. Sinon, vous pouvez prendre votre embout à parodontie sur votre détartreur. Fait que l'autre fois, pendant la session sur les appareils, on a parlé que sur votre détartreur, vous avez des embouts universels qui servent à détartrer les dents, donc à détartrer les couronnes principalement. Puis, il y a des embouts plus fins qui se vendent, qui sont faits spécifiquement pour aller sous la gencive, pour ne pas blesser la gencive. Et donc, un surfaçage donc, à l'ultrason, c'est tout aussi efficace qu'à la main. Puis en plus, le surfaçage à l'ultrason a l'avantage de tuer les bactéries mécaniquement. Donc, vous avez le choix de soit de passer avec une curette, de passer avec votre ultrason ou les deux. Et puis, ça a été montré dans les études qu'on est bien capable de nettoyer des poches jusqu'à 4 mm. Fait que si votre poche est plus que 4 mm, bien, envisagez un surfaçage radiculaire ouvert ou l'extraction. Fait que ouvert, c'est vraiment qu'on va faire un lambeau, on détarte notre dent comme il faut parce que là, on voit bien notre racine puis on referme. Donc, c'est du temps de chirurgie à facturer. Parce que là, ça commence à être un petit peu plus compliqué pour si on veut sauver la dent ou l'extraction. Mais des poches en bas de 4 mm, c'est montré qu'on est capable de efficacement détartrer. Donc, curette ou embout à paro. Oui, tout à fait. Oui, si c'était moi, ça se pourrait, oui, que j'aille retravailler cet os-là pour y redonner un contour un petit peu plus normal. Là, c'est un peu du fine-tuning. Là. Si vous ne le faites pas, ça ne me stresse pas, mais si c'était mon patient, ouais, j'irais lui redonner un beau feston, là, un beau contour progressif là, qui monte vers la gencive. Fait que oui, on pourrait faire une alvéolectomie et puis alvéoplastie, en fait, puis d'aller retravailler ça. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, questions? Les chats ont souvent aussi l'expansion de l'os alvéolaire sur les canines maxillaires. En fait, c'est souvent plus spectaculaire. Là. Ils font la grosse bosse. Là. C'est un peu le même scénario. Là. C'est comme un début de paro ou, franchement, beaucoup de paro. Là. Ça dépend où on est rendu, là, mais c'est comme un signe de maladie parodontale chez le chat. Puis des fois, les clients viennent parce qu'ils sont inquiets parce que là, ils ont vu les grosses bosses, mais c'est de la paro. Les chats font ça. Normalement, non, on ne polie pas les racines. Puis en fait, il y a tout un débat quand on fait un surfaçage radiculaire. Il faut enlever toute le tartre, mais essayer de laisser le ciment. Donc, il ne faut pas être trop agressif là, sur les surfaçages radiculaires. Fait que non, je ne polierai pas sous la racine. Sur la racine. On veut que notre ligament parodontal se rattache. Donc, qu'est-ce que j'ai d'autre? On va en faire un semblable. Le niveau de difficulté cette fois-ci? Ça monte tranquillement. Là. Je fais ça en ordre croissant. Bon, c'est un chat, on est au mandibule. Là, vous commencez à avoir compris ça. Vous voyez ça dans votre radio, c'est quoi les anomalies? Qu'est-ce que vous faites? Fait qu'on peut commencer par lister toutes les anomalies qu'on voit. Il y en a au moins 1, 2, 3, 4. Il y en a plein. On a lise osseuse et prolifération de Pascal, néoformation osseuse de Julie. Résorption. Ouais, on a des petites bouchées là, qui manquent dans nos dents. Lise osseuse de Véronique. Racines. Oui, il y a des racines sur la radio, mais encore.
Des dents absentes, tout Des à fait. dents, oui. Encore d'autres anomalies, j'en vois au moins une, on vient d'en parler. C'est à 404, 304. Abcès au niveau de la racine. On demande si on devrait faire une biopsie. On va y Tumeur. revenir. Expansion de l'os alvéolaire, tout à fait. Fait qu'on a de la maladie parodontale dans ce chat-là. Donc, des fois, ces chats-là sont présentés avec ce qu'on appelle le gros menton. Là. Les clients viennent, puis là, le chat a une grosse bosse, c'est tout osseux, c'est ferme. On voit le chat a un menton proéminent. Et puis là, la question, c'est toujours, y a-t-il une tumeur là-dessous? Qu'est-ce qu'on fait? Fait qu'on on va prendre nos radios, puis on arrive avec ça. Fait que là, je vous garantis que si vous mettez votre sonde ici au mésial et au distal de la dent, vous avez probablement des sondages là, de 7, 8, 10 mm. Ça commence un petit peu de l'autre côté aussi. On a des évidences de résorption. Ces canines, les petites dents ici sont cassées. Il y en a 2 qui sont tombées, on ne sait pas sont où. Puis, effectivement, notre os ici est anormal. Il commence à avoir une apparence mutée. On a de l'os qui s'est déposé. Puis, on a donc probablement de la maladie parodontale et des lésions de résorption, toutes sur la même dent. Fait que le party est pogné. Fait que qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, moi, j'extrairais cette dent-là. Dans le cas où c'est une ostéomyélite, le traitement va être de retirer la dent. Fait que je vais partir mon patient sur la bonne voie, c'est-à-dire on va commencer par enlever cette dent qui est une source d'infection. Je suis sûre d'avoir du tartre là, jusqu'au bout de la racine ici. Puis je m'assure de la retirer dans son entièreté. C'est-à-dire que là, je ne vais pas tolérer de laisser un petit bout de racine, même s'il casse ou quoi que ce soit. Là, je vais aller chercher parce qu'il y a beaucoup d'infections et d'inflammations chroniques là, dans ce petit patient-là. Je ne vais pas lui laisser une excuse d'entretenir cette inflammation-là. Fait que je m'en vais enlever cette dent-là dans son entièreté, puis je me débarrasse des incisives qui restent. Peut-être, elle est trop proche là, de mon site, fait que je m'en débarrasserai. Peut-être que la 302, j'y laisserai une chance, là, mais je m'en vais enlever toutes les dents de ce côté-là. On pourrait définitivement prendre une biopsie pour différencier donc ostéomyélite à ce stade-ci, parce que là, c'est plus juste la maladie parodontale. Avec l'apparence limitée de l'os et la déposition osseuse, on est soit en présence d'ostéomyélite ou de, effectivement, carcinome spinocellulaire, mon principal différentiel des tumeurs chez le chat. Fait qu'on pourrait tout à fait prendre une biopsie. Souvent, moi, ce que je fais, c'est que je vais faire mon lambeau pour enlever ma dent. Fait que toute cette os, c'est sûr, si je pointe avec mon doigt, vous ne voyez pas, toute cette os-ci, là, ça serait un bon candidat pour prendre une belle grosse bouchée de rongeur là, puis mettre ça dans une cassette. Et puis donc, envoyer ça en pâteau. Par contre, dans ma tête à moi, il y a plus de chances que ça soit une ostéomyélite parce que j'ai une dent maganée. J'ai une dent qui a assez de lésions, de maladie parodontale et de résorption pour m'expliquer une ostéomyélite. Je n'ai pas une belle dent en santé qui a tout à coup plein d'os mités autour et que je n'ai pas de raison. Donc, c'est sûr que je préviens mon client que oui, je recommande une biopsie et tout, mais je pense que ce chat-là a plus de chances de s'en sortir que l'inverse. Mais on envoie tout à fait une biopsie. On a Fanny qui dit l'hyperplasie fibreuse focale ne serait pas dans les diagnostics. En fait, une hyperplasie focale fibreuse, c'est plutôt gingival, c'est-à-dire que ça va être une bosse sur la gencive. Je ne m'attends pas à ce que ça soit associé à un changement osseux. Puis oui, je pense que ça se peut chez le chat, mais c'est vraiment plus fréquent chez le chien. Fait que normalement, quand je vois que mon os est affecté à ce point, je suis assez confiante de diagnostiquer au minimum une ostéomyélite puis peut-être une tumeur. Fait que si c'est une ostéomyélite, puis que j'ai fait le ménage de mes dents, donc tout ce qui peut possiblement entretenir l'infection, c'est une des rares fois où je vais mettre mon patient sur antibiotiques post-op. Et puis, il repart à la maison avec analgésie en attendant les résultats de biopsie. Mais je suis assez confiante que ce chat-là va bien s'en sortir. Est-ce que tu donnes 2 semaines d'antibiotiques? Sur une ostéomyélite, au moins 4. Fait que souvent, clin d'air, 4 semaines là, facilement. Il faut absolument que ça soit associé avec le fait qu'on a enlevé la dent. Parce que la dent, les dents, en fait, c'est particulier. C'est le seul endroit dans le corps où on a une surface qui est non exfoliative.
C'est pratiquement des petits corps étrangers, là, les dents, c'est-à-dire que ça ne pèle pas, c'est pas comme de la peau ou des ongles. Le corps n'a aucune chance de se débarrasser d'un biofilm qui serait collé là-dessus. Fait que, si vous voyez le choc cliniquement, par exemple, puis les gens, pour une raison quelconque, ne veulent pas aller en chirurgie, n'ont pas les moyens, quoi que ce soit, de mettre des antibiotiques, à court terme, ça va soulager le patient, mais tant que je ne me suis pas débarrassée de la dent sur laquelle le tartre, le biofilm, tout ça est collé, je ne vais pas jamais pouvoir là, soigner ce patient-là médicalement. Ça prend vraiment les extractions. Si pas d'antibio acceptable, c'est tellement classique chez le chat, ces lésions-là, que oui, ça m'arrive des fois d'essayer juste d'enlever la dent puis de laisser le chat guérir. Supposer que les 2 canines soient comme ça, est-ce que j'extrairais les 2 la même journée? Moi, ça ne me stresse pas. En fait, je suis assez même confiante que cette dent-là va venir facilement. Ils sont tellement genre... souvent, tu vas avoir la résorption juste au bout. Fait qu'on ça prend un petit coup de fraise là, juste pour le bout. Puis le chat a comme envie de te la donner. Là. Il est comme enlève-moi ça. Fait que oui, ça me dérangerait pas de les enlever les 2. À 304, basé sur la radio, pas nécessairement. Ça dépend si j'ai un sondage ici et puis à quel point. J'ai quand même une bonne expansion de l'alvéolaire, fait qu'il y a clairement de la maladie parodontale. Je ne sens pas avoir vraiment trop de résorption sur cette dent-là. Je pense que je pencherais à voir si c'est un chat que je vais revoir ou pas. Tu sais, j'ai fait plusieurs cas pour les aristopathes, par exemple, là, dernièrement. Si ça, c'est un chat que je sais que je ne reverrai jamais, oui, je partirais avec l'autre canine probablement aussi. Crise de fracture lors de l'extraction. C'est toujours... je sais que les canines mandibulaires, c'est stressant. C'est stressant pour moi aussi. Par contre, c'est sûr que si on a une bonne technique et qu'on est confiant, puis qu'on a eu assez de formation, là, ce qui n'est pas tout le temps le cas, là, mais avec une bonne technique, ce patient n'a pas assez de perte osseuse pour qu'il y ait un risque plus élevé qu'un autre. Soit dit en passant, je vais rajouter un bémol, des fois avec l'ostéomyélite, le ras, c'est comme dense comme du verre, on dirait. Là, il est comme dur, puis comme cassant. Ça c'est des extractions difficiles. Oui, que là, des fois, là, ça a tendance à répondre différemment, mais je n'ai pas assez de perte osseuse pour avoir peur d'une fracture de mâchoire. Mais les patients qui me stressent pour les fractures de mâchoire, c'est les petits patients de moins de 5 kilos, là. Les petits Yorkie, Chihuahua de ce monde, les petites lévrettes qui arrivent, puis ils ont 2 mm de cortex là, ici à l'apex. Puis là, tu dis, OK, ben là, j'ai 2 mm qu'il faut que je préserve somehow. Ça, pour moi, c'est un cas où j'avise le patient à l'avance qu'il y a un risque de fracture de la mâchoire. Un patient comme ça, ça ne me stresse pas tant. Ouais, au niveau de l'apex, la 304, je vois ce que vous voulez dire. Ça ressemble un petit peu à l'autre côté. Fait que je ne suis pas convaincue qu'il y a vraiment une lésion périapicale là. En fait, là, j'irai voir est-ce que ma couronne est intacte. Puis j'irai voir d'autres vues, mais j'ai l'impression de voir un ligament. Je pense que c'est juste l'angle qui fait qu'on a l'impression d'avoir une radiotransparence ici. Puis je trouve que ça reste comme un peu symétrique. Je me méfie des lésions périapicales quand je n'ai pas de fracture de la couronne. C'était assez dur? Est-ce qu'on peut passer à une autre? Vous avez-vous d'autres questions? Pour l'instant, il n'y a pas d'autres commentaires ou questions. On va aller voir. On a un cas semblable. En fait, on est où? Dans quelle espèce? On commence par le... Nadine, chat. Ouais, on a. Puis on est où dans sa bouche? Fanny du maxillaire. Elle avait anticipé la question.
Puis le nez du chat est à gauche ou à droite? Maxillaire droit, effectivement. Ça, là, vous me connaissez, là. Ça... Oh, droit, gauche, là, on n'est pas tous d'accord. En fait, le nez du chat est à droite, donc on est à la droite du patient. C'est-à-dire qu'ici, j'ai une dent, je suis d'accord, qui est un petit peu coupée. J'ai une dent à 2 racines. J'ai ma belle PM4 à 3 racines, puis j'ai ma petite molaire 1 à 1 racine. Donc, le nez de mon chat est à droite, puis donc le fond de sa bouche est à gauche. Oui, on est dans le cadre ensemble, tout à fait. C'est quoi nos anomalies à la radio ici? Ça ressemble un petit peu à... On est dans le même thème là, que le chat qu'on vient de voir. Oui. Donc, on a les osseuses, abcès périapicaux, perte osseuse, lésions résorptives sur couronne 208. Ici, potentiellement. Fait que, oui, ici, on commence, on a toute cette partie-là d'os, là, qui est très, très, très radiotransparent. Mais on voit encore des trabécules comme au travers. Puis, ici, on a même l'impression de voir peut-être un petit peu de laminat du rat, mais on a l'impression que les dents, ils flottent un peu, là. Puis, si j'avais des abcès périapicaux, en fait, j'aurais de la misère à me les expliquer puisque je n'ai pas de fracture des couronnes. Pourquoi est-ce que ces dents-là seraient en lise osseuse sur un chat de 15 ans? Qu'est-ce qu'on fait avec ce patient-là? Ouais, c'était un carcinome spinocellulaire dans ce patient-là. Puis en fait, à l'apparence, cliniquement, moi, je pourrais peut-être aller trouver les photos. Mais on le voit là, le chat a un gros trou dans la gencive. Là, c'est spongieux au toucher, là, c'est mou, mou, mou. Fait que oui, ce patient-là, on a fait une biopsie. Et puis, de refermer, ça a été tout un challenge, là, puisqu'en fait, la dent est venue, je l'ai juste cueillie. Là. Fait que même chose, une petite bouchée de rongeur là, dans le fond de la cavité. Puis de refermer a été un challenge, puisque j'avais un trou pratiquement d'1 centimètre de large là, dans une petite bouche de chat. Et puis, le patient était très, très, très inconfortable, puis il n'a pas survécu une semaine. Les clients ont opté pour l'euthanasie, mais c'est effectivement un carcinome spinocellulaire. Puis quand c'est au maxillaire, là, souvent, quand on finit en CT, là, on se rend compte que ça va beaucoup, beaucoup plus loin qu'on pense. Malheureusement, ces patients-là ne sont pas des super bons candidats à la chirurgie souvent. Mais oui, fait que là, je voulais juste un peu faire le contraste là, entre l'autre cas qui était un osteomyélite puis ce cas-ci qui était une tumeur. Puis je vous accorde tout à fait que ça se ressemble. Puis dans tous les cas, vous devriez faire des biopsies pour différencier. Ça m'est déjà arrivé. Puis Dr Dumel disait souvent, là, on se trompe, hein, même nous, entre ostéomyélite puis biopsie, là, fait que, puis tumeur, c'est-à-dire fait que ça prend des biopsies avant de condamner un chat. Le pronostic de l'ostéomyélite est excellent. Puis celui du carcinome spinocellulaire est un peu plus sombre. C'est 33 jours de survie sans traitement. Donc, vraiment, avant d'euthanasier le patient, on s'assure de savoir où on s'en va avec ça. Les pronostics sont tellement à l'opposé. Bon, je pourrais... c'est docteur Dextras. Elle n'est pas ici. Es-tu ici aujourd'hui, la personne Non, je ne l'ai pas vue. Je vais regarder à nouveau. Mais elle va peut-être l'écouter en rediffusion. Je sais pas dire, je vais au moins y répondre à son courriel dans ce cas-là. OK. Ben, je vais quand même les montrer. Ça, c'est les radios de Dr Dextras? Oui. Elle nous a envoyé 3, je crois. Oui. Donc, celle-là est difficile. La première, elle me demande, c'est quoi la radio-opacité qu'on voit au bout de la racine de, ici, on serait 408. C'est une excellente question. Et puis, il y a plusieurs réponses possibles. Puis en fait, ça me fait penser à une autre radio que j'ai reçue d'une autre vette, qui n'était pas du tout en lien avec le Zoom. Elle m'a juste envoyé des radios, elle m'a demandé c'était quoi, puis j'étais comme, c'est super intéressant. Je suis capable, je peux pas afficher 2 radios en même temps, mais je vais vous la montrer back à back. L'autre radio, c'était celle-là ici.
Je vais répondre à la question sur comment on réécoute en rediffusion. Je vais vous envoyer un lien. Je vais convertir l'enregistrement. Je vais le mettre sur YouTube. Ça va être un lien qui va vous être envoyé J'essaie de l'envoyer là probablement d'ici jeudi. Vous allez le recevoir probablement avant. Donc, fait que ça, c'est une question vraiment plus difficile. On commence à entrer dans les subtilités là, des radios en dentisterie. C'est-à-dire qu'une fois de temps en temps, plus souvent aux mandibules, on va voir des opacités qui sont souvent associées à l'apex d'une dent. Donc, ça aussi, c'est un bon exemple. Puis, il y a deux différentiels pour des opacités assez circonscrites à l'apex d'une dent. Est-ce que vous les savez? Ça c'est pratiquement une question de board. Là on est dans le niveau difficile. Oh! En fait, il faut que j'aille relire ma réponse que j'avais écrite à ce là parce que les deux mots se ressemblent puis je les mélange tout le temps. Donc, on a deux différentiels possibles. Un qui s'appelle l'ostéite condensante, fait condensing osteitis en anglais. Et puis l'autre, c'est l'ostéosclérose, fait osteosclerosis. Puis vu que les deux mots ont comme ostéo, machin dedans, je les mélange tout le temps. Fait que c'est soit une ostéite condensante ou une ostéosclérose. Fait qu'en gros, c'est comme deux mots qui disent qu'il y a une opacité. Par contre, la cause de ces deux-là est très différente. C'est-à-dire que dans les deux cas, c'est une radioopacité qui est associée à l'apex d'une dent. Par contre, l'ostéosclérose, c'est idiopathique, sans conséquence, sans douleur, et puis on ne traite pas. Puis l'ostéite condensante, quant à elle, elle va être associée à une dent qui est morte. C'est comme une espèce de lésion périapicale, mais où l'animal, en fait, en réponse à son inflammation chronique, a déposé de l'os. Et donc, pour faire la différence, en fait, radiographiquement, vous ne pouvez pas. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va se servir du contexte. Est-ce qu'on a une raison de penser que cette dent-là est morte? Est-ce que j'ai une couronne de cassée? Est-ce que j'ai un canal qui est plus grand que les autres? Est-ce que ma dent est bleue, par exemple? Ou est-ce que sur l'autre racine, j'aurais une lésion périapicale? Donc, si oui, on va dire que c'est une ostéite condensante et on va extraire la dent. Et puis, si j'ai rien de ça, puis ma dent, elle me semble parfaitement normale, puis j'ai aucune raison de penser qu'elle est morte, on va dire que c'est une ostéosclérose, puis c'est cute, puis on passe à autre chose. On ne traite pas la dent. Est-ce qu'on peut revoir la radio de Valérie? Oui, je vais vous la remettre. En fait, la radio de Valérie, elle me fait penser à ça, mais j'ai d'autres possibilités pour elle. Est-ce que... La radio de Valérie, elle a quand même une radioopacité qui est pas mal dense. C'est pas, elle n'est pas parfaitement associée à l'apex de cette dent-là. Ça dirait pas loin, mais elle ne touche pas. Moi, ce qui m'intéresserait, ça serait de voir sur le restant du cadran, est-ce que j'ai des dents qui manquent? C'est-à-dire, ça pourrait être une racine qui aurait été poussée dans le canal mandibulaire. Des fois, ils peuvent avoir été poussés quand même assez loin. Là, on voit que la vitre a l'air là. Donc, ça pourrait être un bout de racine qui reste. Sinon, dans ectopique, cette radio-là est vraiment drôle. Par exemple, ce qui me fatigue, c'est qu'on a une espèce de zone radio claire autour, comme s'il y avait potentiellement de l'inflammation. Là, à savoir, est-ce qu'on va jouer là? C'est sûr que si vous avez quelque chose à proximité du canal mandibulaire, d'aller là avec des fraises, c'est pas nécessairement recommandé. Donc, si vous envoyez votre fraise dans le canal mandibulaire, bien, vous avez le nerf mandibulaire que vous pouvez causer des lésions, une névrite. On n'a pas de façon de savoir si le chien va être insensible ou douloureux par après, mais en gros, on essaie de ne pas toucher au nerf. Puis on a l'artère mandibulaire là, qui est une bonne artère et qui va saigner abondamment si vous l'accrochez. C'est un genre de cas que je me dirais, ça serait donc intéressant d'avoir un compte Beam City pour déterminer
qu'est-ce qu'on fait. Puis c'est le genre de cas où j'aimerais bien ça demander au patient s'il y a de la douleur, parce qu'on ne le saura jamais. Puis, considérant que c'est plutôt invasif d'aller jouer là, à moins que j'aie des signes d'inconfort, comme un patient qui montre des signes de douleur chronique, là, qui se frotte la face ou qui a des comportements oraux bizarres, probablement que je laisserais ça tranquille, puis que je dirais qu'il y a une opacité, puis que je passerai à autre chose. Mon chat. Oui, ça peut être normalement assez bien défini, mais des fois, ça fait des petits nuages quand même. Les ostéoscléroses et les ostéites condensantes. Ben, je trouve une photo. Les photos de textbook sont tout le temps tellement belles, puis en clinique, on n'a jamais de quoi d'aussi clair. Je vais aller chercher ces autres radios. Donc, elle me demandait si on a effectivement de la résorption sur la 106 ou pas. Donc, ça serait quoi votre avis? OK, fait qu'on a deux qui disent oui. Oui, on a un vrai oui affirmé. Fait que oui, sur la 6, moi. Ici, on a un beau ligament parodontal qu'on peut tracer. Ici, ça commence à être flouté. On a l'impression que les trabécules sont comme en continuité avec notre racine. Puis on a les belles petites stries. Je ne sais pas si vous vous rappelez du chat, la première radio que je vous ai montrée, là. Les résorptions, des fois, ils ont l'air de des petites lignes verticales à l'intérieur même des dents. Donc, cette dent-là, elle a cette apparence de petite strie. Donc, oui, cette dent-là a de la résorption, puis je l'extrairai. Probablement qu'on est capable, étant donné qu'il y a juste un des côtés de la dent là, qui semble affecté, puis qu'au distal, on devrait être pas pire pour mettre nos instruments, d'après moi, on est capable d'aller enlever cette dent-là au complet. C'est effectivement un chien. Je vais juste vous rappeler que ça ressemble à l'autre, à la radio de chat. Les chiens, des fois, se prennent pour des chats et ils résorbent leur dent. Quel type de résorption? Je pense que j'appellerais quand même ça de la résorption de remplacement. C'est-à-dire qu'on a l'impression que l'os veut devenir la dent. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, chez les chats, on a les types 1, type 2, type 3. Attendez, je peux sûrement trouver la référence. Lévi d'ici a une si belle image pour une fois. Ah, j'aurais dû aller direct sur le site de Lévi d'ici, où on a la photo en gros. Mais bon, si vous vous rappelez de cette image, ça ici. Fait que chez les chats, on a séparé ça en types. Fait que type 1, c'est les petites bouchées, là, comme s'il y avait des mythes qui avaient mangé notre dent. C'est plutôt au niveau de la couronne. Type 2, ça va être ce qu'on appelle la résorption de remplacement aussi chez les chiens, c'est-à-dire que l'os remplace les dents. Puis type 3, c'est quand votre patient a décidé de faire un peu tout ça en même temps. C'est-à-dire que les types sont plus utiles cliniquement pour les vétérinaires, c'est-à-dire qu'un type 1, on sait qu'on peut aller enlever la dent dans son entièreté. Un type 2, on peut aller faire une amputation de couronne. Puis sur un type 3, ben, on fait moitié-moitié, c'est-à-dire on ampute la racine sur celle qui a une résorption de type 2, mais on l'enlève au complet sur celle qui a une résorption de type 1. Il y a les autres stades, là, A, B, C, D, etc. Mais en fait, cliniquement, ça ne vous aide pas vraiment à prendre une décision. C'est pour ça que j'aime mieux
parler des types, parce qu'au moins, ça vous aide à avoir une décision puis un plan de traitement. Puis chez les chiens, il y a un article qui parle des 7 types de résorption dentaire avec des noms qui ont été dérivés de l'humaine. Et puis les plus fréquents, j'ai-tu une slide de tout ça quelque part? J'ai dans une présentation quelque part, mais je ne suis pas sûre, je vais être capable de la trouver rapidement. Au pire, je vous l'enverrai dans les courriels après le Zoom de l'article. Ça parle des 7 types de résorption. Honnêtement, il y en a 4 qui sont les plus fréquents, là, qui sont plus intéressants. Fait que chez le chien, il y a aussi ce qu'on appelle la résorption de remplacement. C'est vraiment quand l'os remplace la dent. Ce qui est très analogue, en fait, au type 2 chez le chat. Là. Fait que les chiens et les chats font, dans les deux cas, ce type de résorption. On a parfois, je pense que c'est de la résorption cervicale. Le nom du type de résorption est très long. Là. Souvent, les molaires 9 ou 10 mandibulaires chez les chiens vont faire ça. C'est vraiment, encore une fois, comme si une bouchée avait été prise dans la dent. Fait que ce type-là de résorption aussi. Il y a la résorption inflammatoire, donc qui est toujours associée à une dent cassée où on a des petits bouchées qui ont été pris au niveau de la racine. Mais c'est vraiment à l'apex de la dent, puis c'est toujours associé à une lésion périapicale. Fait que c'est vraiment, vous avez une lésion périapicale, puis en plus, il y a des bouchées prises dans la dent. Fait que ça, chez le chien, c'est la lésion inflammatoire. Et puis sinon, on a les lésions de résorption de surface qui sont comme les dents qui ont l'air des petits cœurs de pomme. On peut voir ça des fois. C'est pas mal les 4 types les plus fréquents chez le chien. Fait que sur notre petit patient, si on revient à sa radio, j'irai avec, je l'ai fermé, avec une résorption de remplacement. Et ma photo est disparue, il me reste une dernière avant de quitter. Je vais essayer de voir, on fait une difficile. Pendant ce temps-là, je vais éclaircir une super bonne question que pour une fois, je j'ai peux pas vu répondre. passer. Qui est pas de. Non, c'est pas de nature médicale, c'est la question de Dr. Giguère voulait savoir si on peut déclarer le temps de formation de webinaire que tu donnes dans les heures de formation continue de l'OMVQ. Pour ceux qui sont au courant ou si vous ne le savez pas, l'OMVQ a changé sa politique de reconnaissance des heures de formation continue il y a quelques mois, en fait, c'est au début de l'été. Si vous voulez plus de détails, vous pouvez aller voir le Facebook en direct que j'ai fait avec Dr. Sarah Serapiglia. Je suis de la misère avec son nom, désolée. C'était super sympathique, puis elle explique en détail. En fait, maintenant, on n'a plus besoin de faire la procédure pour faire approuver. On tombe dans la catégorie de fournisseurs de formation continue, étant donné que Dr. Marcoux, José, est dans ce qui est considéré un établissement vétérinaire. Donc, puis en plus, elle a fait une résidence. Donc, quand elle parle dentisterie et non pas d'un produit spécifiquement, OK, ça faisait une formation pour une compagnie d'équipement dentisterie, puis elle parlait pendant 1 heure d'un type d'équipement, que ce serait vraiment quasiment plus de la vente. Là, c'est pas reconnu. Mais si elle parle de comme qu'elle fait un peu là, ça peut être reconnu, ça vient, je pense, par tranche d'1 heure. Donc, en théorie, oui, vous pouvez le faire. Nous, on le crie pas sur les toits, là, parce que c'est une nouvelle politique, puis on veut pas créer plus de confusion, mais éventuellement, je pense que on va être de plus en plus clair à mesure que les gens sont au courant de cette politique-là, mais il y en a très peu qui le savent. Je suis vraiment surprise de voir qu'il y en a très peu qui sautent cette opportunité-là. Donc, au Québec, on n'a plus besoin de faire reconnaître la formation continue et elle est comme automatiquement préapprouvée si, en fait, l'ordre se fie au bon jugement des vétérinaires pour déterminer si c'est de la formation qui serait sujette à être mis dans votre dossier. Est-ce que ça répond aux questions? Fait que oui, vous pourriez mettre la soirée de ce soir dans votre formation continue. J'en ai une dernière, elle est plutôt facile. Ben, chat ou chien? Je vais mettre le chat. Maxillaire, mandibule?
est-ce que vous êtes capable de m'identifier les, en fait, les anomalies? On va partir large. Vous avez cette radio-là. Qu'est-ce que vous écrivez dans votre charte? Et puis, qu'est-ce que vous faites? Bon, à date, c'est toutes des bonnes réponses. On va essayer d'y mettre un peu d'ordre. Donc, si j'ai ma charte devant moi, puis là, j'arrive sur ma charte au dessin de ma 407, qu'est-ce que j'écris? Bon. Donc, on a couronne absente, racine en résorption, racine mésiale absente, résorption complète. Okay, je vais poser ma question différemment. Ça s'en vient. Les racines qu'on voit, est-ce que vous êtes capable de me dire ils appartiennent à qui? Ben, à quelle dent? Là, on sait qu'ils appartiennent au chat, là, mais. Non. Non. Puis si c'est 409, 408, pourquoi? Qu'est-ce qui vous a fait dire ça? Forme des racines, exactement. Donc, on a parlé tantôt que la 409, elle a une grosse, grosse racine distale, puis une grosse racine médiale, puis une petite racine distale. Donc, ici, j'ai vraiment une petite racine avec une grosse. Donc, ça, c'est ma 409. Là, vu que là, elle est collée sur la 409, ça peut seulement être la distale de ma 408. Et donc, là, je dirais que la mésiale de ma 408 est absente, puis ma 407 est absente aussi. C'est dur à dire si ça, c'est feu la 407 qui est résorbée complètement, mais en gros, il n'y a plus d'évidence qu'il y a une 407 ou qu'il y a quoi que ce soit à faire avec cette 407-là. Donc, ce que j'écrirais, moi, sur ma charte, c'est 407 absente. 408, j'écrirais racine retenue. Et puis, 400, j'écrirais qu'il y a seulement la distale, en fait, de retenue, puis 409, que les deux racines sont retenues. En fait, la 409, on a même des évidences de petites bouchées, c'est-à-dire que elle n'a pas juste été fracturée par un trauma, là, c'est très suspect qu'il y a eu des lésions de résorption, fait que j'irais écrire TR, fait que Tooth Resorption, dans mon dossier. Puis j'ajouterais même à ça maladie parodontale parce que ma racine, ça, c'est que de la racine, hein, il n'y a plus de couronne. Ma couronne, on sait qu'elle serait beaucoup plus haute que ça. Et donc, j'ai au moins 50 de perte osseuse sur cette racine-là. Donc, j'ai même la maladie parodontale sur ma 9. Fait que j'ai au moins 3 diagnostics différents sur ma 9. Et puis, vous avez raison dans le sens qu'on voit encore les ligaments parodontaux sur ces 3 racines-là et j'irais les enlever. Une autre raison qui fait que j'irais les enlever, c'est que les racines dépassent la hauteur de la crête alvéolaire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de chances que c'est dans l'optique au travers de la gencive et cause de l'infection. Ce n'est pas des racines qui sont quiet, c'est-à-dire qui sont cachées sous le niveau de l'os et qui ont très peu de chances de s'infecter. Là, même s'ils n'ont pas de lésion périapicale, le fait qu'ils piquent, j'aime pas ça. Donc même si le chat arrive et il y a déjà ça, c'est-à-dire que c'est pas moi qui est en chirurgie qui les a cassés. Là, souvent, on se pose la question, est-ce qu'on va chercher les racines qui sont déjà cassées, oui ou non? Dans un cas comme ça où elles dépassent de l'os alvéolaire, oui, j'irai les chercher puis j'irai les chercher au complet.
Il y avait quand même beaucoup de diagnostics sur cette petite radio. Est-ce que des commentaires, des questions? Est-ce que c'était ta dernière, Josée? Ben, j'en ai d'autres, mais ça commence à être tard pour des vétérinaires qui ont travaillé toute la journée. On a Francis qui dit merci beaucoup pour ce webinaire, ça fut très formateur. Ben écoutez, les éloges vont à Josée, puis vraiment, moi je suis impressionnée autant de Josée que par vous en cette Ça me fait toujours plaisir de voir que vous prenez du temps dans votre journée qui est très chargée pour venir faire ça les soirs, là. Et puis, donc, est-ce qu'on arrête ici? Comment tu veux? Oui, je pense qu'on parle des merci. Tout le monde a leur soirée à conclure ailleurs. Super. Mais écoutez, de toute façon, on a une autre bonne nouvelle. On va vous annoncer en primeur notre prochain webinaire qui va avoir lieu. C'est le même concept. Donc, c'est lundi le 20 septembre. La thématique, ça va être les équipements. Le 12 juillet passé, on devait faire les équipements et les instruments. On a eu tellement de matière, il y a eu tellement de suivi, il y a eu tellement de demandes, il y a eu beaucoup, beaucoup d'engouement qu'on n'a pas eu le temps de faire les équipements. Donc, j'osais décider de vraiment splitter le contenu en deux. Donc, le prochain, ça va être le 20 septembre. Je vais vous envoyer l'invitation ainsi que l'enregistrement ce soir. Vous allez pouvoir vous inscrire et on va parler d'équipements. Donc, Josée, tu parlais de table, d'appareils à radiographie numérique. Les gros appareils, là, fait que l'unité dentaire, la table, salitique, équipement de radio, etc., là, direct, indirect, blablabla. Si vous avez des gros achats à faire, là, puis vous voulez qu'on regarde ça sur toutes les coutures, ce serait le moment. Super. Puis gênez-vous pas si vous avez des questions, des radiographies, des cas, si vous voulez savoir si Josée, comment ça coûte se déplacer dans votre région, vous êtes surchargé comme la majorité des vets au Québec, puis vous avez des cas de dentisterie, vous voudriez qu'elle prenne en charge avec son équipe. Elle est là pour ça, puis je la connais, là, elle est très généreuse de ses conseils comme toute l'équipe d'Yvette Mobile. Fait que là, on a plein de remerciements. Puis je pense qu'on pourrait en faire un autre jour, hein. Ça, je suis rendue à dire jour. Tu sais, j'ai parti de Dr Marcoux, puis là, je suis rendue à jour. Dr Marcoux. Donc, je pense que ça serait une bonne thématique à refaire l'interprétation des radiographies dentaires parce que c'est ça aussi, hein, l'équipement des radios. Oui, on a toujours, ça couvre ça nous permet de couvrir plein de facettes de la pratique. Envoyez-moi-en des radios, parce que quand je vais en clinique, vous en avez toujours à me montrer. Genre, j'ai fait cette affaire-là bizarre, tu peux-tu regarder? J'aimerais ça que vous nous envoyez puis qu'on regarde les vôtres la prochaine fois. Parfait. Puis je vais mettre l'adresse à Dr Marcoux dans le courriel. Et est-ce qu'il y a d'autres choses? Y a-t-il d'autres... Merci l'animatrice. Merci Kathleen. Moi, je suis fan de Kathleen, puis Kathleen est fan de moi. Mais ça fait une différence d'une animatrice. Oh mon Dieu, je me sens tellement incompétente. Je vous regarde aller, je suis tellement hot. Là, je suis comme aïe aïe. Mais bon, écoutez, on a chacun nos forces dans la vie. Good. Donc, je demanderais, je souhaite une bonne soirée à tous. Et ne vous inquiétez pas, d'ici 2-3 jours, vous allez tous recevoir les liens puis les liens en référence aussi. Si vous n'avez pas eu le lien avec tous les instruments, envoyez-moi un petit courriel puis ou par Messenger, je vais vous le faire parvenir comme tantôt Dr Giguère m'a demandé. Et puis, c'est tout. Est-ce que, Josée, tu pourrais terminer l'enregistrement parce que là, c'est toi qui as le contrôle. C'est moi qui ai le contrôle. OK. Voilà.